Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International. Aujourd'hui, nous nous trouvons en République démocratique du Congo, à Kinshasa, l'ancien Zaïre, l'ancienne colonie belge. Nous allons parler beaucoup d'économie, à l'occasion notamment de la semaine française. C'est la diplomatie économique à l'œuvre actuellement avec Paris. Nous allons parler bien évidemment de la situation de la RDC par rapport à ses voisins, Congo-Brazzaville et tout l'est du pays qui reste relativement instable. Nous parlerons également bien sûr de l'avenir politique de la RDC, de son Premier ministre, de son président, Joseph Kabila. Bref, beaucoup de questions à poser avec Sophie Malibaud de Radio France Internationale. Et notre invité aujourd'hui, eh bien, c'est le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo Mapon. Merci de nous recevoir. Parmi toutes ces questions, il y en a une que l'on peut peut-être évoquer. Nous sommes dans un géant de l'Afrique. Faut-il le rappeler, les 2/3 pratiquement de la surface de l'Union européenne, 4 fois la France, un géant, 75 millions d'habitants, une croissance qui va bien. On va commencer peut-être par ce qui vous est le plus favorable ou agréable, une croissance de quelques 8%. Il y a une recette de RDC en matière économique. D'abord, merci de cette interview. Merci aussi de la question qui replace un peu la République démocratique du Congo au centre, en tout cas, des questions économiques africaines. Du point de vue macroéconomique, la République démocratique du Congo va bien. Et ceci sur base des thermomètres économiques internationalement reconnus. Nous avons le taux d'inflation, qui est l'un des plus bas du continent, 1%, pratiquement les taux les plus bas de l'Afrique subsaharienne. Nous avons réalisé un taux de croissance économique de 8,5 l'année passée, supérieur en tout cas à la moyenne, qui navigue autour des 4%. Et nous escomptons faire un taux de croissance, en tout cas, l'année prochaine, de plus ou moins 9,5%. Par rapport à ces agrégats macroéconomiques, nous pouvons dire que la RDC se réveille. D'autant plus que ces indicateurs macroéconomiques, en tout cas performants, ne datent pas de l'année 2013. C'est pratiquement depuis 4 ans que nous pulvérisons ces records. Et vous comprenez très bien que le taux de croissance élevé, ça veut dire la création des richesses. Ça veut dire on fait reculer le mur de la pauvreté. Oui, mais alors justement, les indicateurs sont bons, mais les indicateurs macroéconomiques, comme vous dites, inflation, etc., il y a tout de même toujours un problème du côté du taux de pauvreté et des retombées de la croissance pour la population. Qu'est-ce que vous faites pour qu'aujourd'hui la population ressente ces améliorations de vos fondamentaux économiques, pour que les gens concrètement le ressentent dans leur vie quotidienne ? Bon, je crois, madame, il ne faut pas tomber dans le piège des analyses simplistes, de ceux qui voient toujours du rouge alors qu'il y a du jaune, qui voient du rouge alors qu'il y a du vert. Vous savez, quand j'ai dit un taux de croissance de 9,5%, un taux de croissance de 8,5%, économiquement, ça veut dire création des richesses. Lorsqu'il y a près de 40 000 emplois qui sont créés, pouvez-vous nous dire qu'on n'a pas amélioré les conditions de vie de la population? Parce que 40 000 personnes, c'est quand même des personnes qui ont vu leur niveau de vie s'améliorer. Monsieur le Premier ministre, peut-être la question de ma concerne est celle-là, c'est-à-dire qu'effectivement, ça se développe, ça va mieux, tout en constatant que c'est un pays extrêmement riche avec une population encore extrêmement pauvre. Il y a encore 2/3 de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Je suis d'accord avec vous. Je vais vous donner un exemple. Prenons, vous êtes dans un trou à 100 mètres. Vous avez de l'obscurité. Vous remontez, on vous repêche, vous êtes dans un trou de 50 mètres. Mais vous n'êtes plus à moins 100, vous êtes à moins 50. Donc ça va mieux, ça remonte. Ça va mieux. Et donc, il ne faut pas attendre la magie dans la croissance. Le développement n'est pas une baguette magique, c'est un processus. Et ce processus se réalise quand on crée de l'emploi. Ça veut dire qu'on amène plus, en tout cas, de prospérité, même si c'est encore limité. Lorsqu'on aménage des hôpitaux, lorsqu'on aménage des écoles, lorsqu'on crée des routes, je pense que c'est un processus. Voilà.
Manifestement, les investisseurs, par exemple, attendent des efforts du point de vue de la formation de la main-d'œuvre. Mais nous y travaillons, justement, et quand on vous parle de la formation, c'est aussi la formation professionnelle qui consiste effectivement à améliorer la production intellectuelle dans le filière, qui sont celles, par exemple, de la maçonnerie, de la charpenterie, ainsi de suite, donc des métiers qui ont manqué pendant cette période des crises. Mais nous sommes en train de revenir, en tout cas rapidement, sur ces métiers-là. Alors, pour le développement de cette économie, et c'est le thème de cette semaine française, vous avez besoin d'investisseurs internationaux. Ils disent qu'il n'y a pas une grande sécurité fiscale, juridique, que la législation en ce domaine, les taxes, c'est un peu flou, c'est un peu compliqué, qu'il y a des éléments de corruption. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les rassurer ? Il y a beaucoup de choses que nous avons déjà fait et nous continuons à le faire. Et de l'avis des spécialistes, la RDC est en tout cas sur la bonne voie. Je vais vous citer quelques exemples. Nous avons procédé à la création d'un guichet unique qui a pour mission de faciliter, en tout cas, l'implantation des entreprises dans notre pays. Avant la création de ces guichets, il fallait plus ou moins 155 jours pour créer une entreprise. C'est un parcours des combattants. Aujourd'hui, dans 3 jours, vous créez votre entreprise. Il fallait 13 procédures pour pouvoir créer son entreprise. Aujourd'hui, c'est 2 ou 3 procédures qui se font en 3 jours. Il fallait débourser près de 3 500 $ américains. Aujourd'hui, c'est moins de 200 $. Et en moins d'une année, il y a eu 4 000 entreprises qui ont été créées. Ce guichet unique de création d'entreprise est secondé par un autre au niveau du commerce frontalier. Un guichet unique qui permet à l'exportation de passer l'ensemble des procédures dans un guichet, en tout cas agrégé, avec les logiciels Sidonia Awards, où, au lieu de 45 jours, vous pouvez en tout cas terminer l'opération, toutes les procédures à l'exportation, en 13 jours. Alors, Monsieur le Premier ministre, et à l'importation, c'était 65 jours, c'est plus ou moins 25 jours. D'accord. Vous faites effectivement de progrès importants dans ce domaine. Il y a le mot que nous avons prononcé, celui de la corruption. Celle-là se moque un peu des guichets uniques et du reste. Comment est-ce que vous luttez contre cette corruption dont on dit qu'elle est, sinon généralisée, du moins très fréquente? Non, je pense qu'il serait tout à fait réducteur de dire qu'il n'y a pas de corruption. La corruption, elle est là. Mais le plus important pour les gouvernements, c'est l'ensemble des actions que nous sommes en train de prendre pour pouvoir endiguer la corruption. Et c'est une démarche dans laquelle je me suis inscrite depuis que je suis ministre des Finances, il y a 4 ans. Qu'est-ce que nous avons fait? D'abord, la sanction, à la fois positive et négative. Sanction négative, lorsque un agent des douanes, un agent des impôts est attrapé, on le révoque. Et ça, nous l'avons fait sans pitié. Conséquence, c'est que beaucoup d'agents ne veulent plus, en tout cas, prendre les risques. Parce que quand vous perdez un emploi, on ne sait pas quand est-ce que vous allez le récupérer. Bien sûr. Et ça, nous continuons. Deuxièmement, lorsque je vous parle des guichets uniques de création d'entreprise, lorsqu'il y a moins de procédures, lorsqu'il y a moins de tentations, il y a moins de gens qui interviennent dans le processus. Troisièmement, nous avons essayé de réduire, en tout cas autant que faire se peut, le nombre de taxes et d'impôts. Il y avait une centaine, aujourd'hui nous sommes un peu moins de 60. Ça veut dire la réduction du nombre des taxes, ça réduit aussi la complexité qui souvent favorise la fraude et la corruption. Donc nous sommes dans un processus de lutte contre la fraude, la corruption, qui aujourd'hui porte quand même des fruits. Voilà. Est-ce que vous allez également travailler à diversifier vos partenariats et vos engagements avec les investisseurs étrangers? Je pense à la place qu'ont pris les Chinois, qui est une place prépondérante ces dernières années. Est-ce que vous êtes revenu de ça ou est-ce que ça se poursuit dans ce sens? Et ils remplacent les Européens, par exemple, les Chinois? Effectivement, nous sommes un pays avec beaucoup de potentialités.
Nous sommes en tout cas un pays d'avenir et nous sommes un pays encore vierge du point de vue économique, avec toutes ses potentialités. Beaucoup de pays peuvent venir. Les pays de l'Asie viennent. Vous avez cité certains d'entre eux. Et tout récemment, il y a eu donc le forum qui s'est tenu en France, et entre la France et l'Afrique, où il a été remarqué que la France a perdu énormément sa part de marché. Nous invitons la France à venir. Nous invitons les pays européens à venir. Mais tout en les invitant, nous leur demandons d'être un peu plus pressés, parce que les autres ne marquent pas le pas quand on attend le pays européen. Voilà. Les Européens ne font pas assez d'efforts, la France n'est pas assez présente pour vous? Vous le regrettez? J'ai dit... Parce qu'il y a une diplomatie économique maintenant, vous avez vu en France. Lors de l'ouverture de la semaine française, j'ai dit que les opportunités appartiennent à ceux qui se lèvent tôt. Il faut que la France se lève tôt aussi. Pour ce qui est des critères sociaux, des critères environnementaux, les standards ne sont pas les mêmes entre les entreprises chinoises et les Français, par exemple. Qu'est-ce que vous privilégiez? Je ne pense pas. Je pense que dans le domaine des affaires, il y a aussi la question des leadership, il y a la question des prises des risques. Vous ne pouvez pas me dire que certaines sociétés européennes qui sont ici n'ont pas la même notion des risques que les entreprises françaises, que les entreprises belges. Je ne vais pas faire la publicité des entreprises ici, mais nous avons des entreprises américaines qui sont là, des entreprises sud-africaines qui sont là, des entreprises chinoises qui sont là, et il y a même quelques entreprises françaises. Est-ce que vous pouvez dire que ces entreprises-là n'ont pas le même critère d'appréciation? Orange est quand même une entreprise française qui est ici. Ma question est de savoir si vous avez la préférence entre des entreprises qui ont des critères sociaux et environnementaux élevés ou si vous acceptez de passer des contrats avec des entreprises qui en ont moins. Par exemple, les entreprises chinoises s'est établi, regardez au Tchad, des contrats ont été suspendus de ce fait, des risques environnementaux pris par les Chinois, donc sur le dos des populations tchadiennes. Bon, je crois que c'est très relatif. Hein, et tout le monde veut s'installer, tout le monde a ses critères, mais je crois que nous, en ce qui nous concerne, c'est que les entreprises s'installent, qu'elles tiennent compte à la fois des intérêts économiques, mais aussi des préoccupations sociales. Ça, c'est clair. Il y a quelque chose qui est étonnant quand on regarde la situation économique de ce pays. Vous importez massivement de l'alimentation. Il y a un gisement de plus de 80 millions de terres inexploitées. Pourquoi est-ce que l'agriculture a été à ce point délaissée et le reste en RDC? Vous ne nourrissez pas votre population. Et donc ça vous coûte cher aussi. Effectivement, ça nous coûte 1,5 milliard en tout cas de dollars par an. C'est pour ça que les choses sont en train de changer. Sous en tout cas le leadership du président Kabila, le gouvernement s'est lancé dans un vaste programme de modernisation de l'agriculture. Nous venons de relancer la ferme présidentielle de Lancélé, qui est en tout cas un produit magnifique. Et les activités sont en train de reprendre. Nous avons investi près de 30 millions de dollars américains sur un projet de près de 85 millions de dollars américains. Nous venons aussi de lancer le premier parc agro-industriel de la République à Bukangalonzo, dans la province d'Iba-Congo, au mois de juillet. Ce parc va pouvoir être lancé officiellement. Et c'est un programme de près de 80 millions de dollars, mais c'est un programme qui va pouvoir engager beaucoup d'activités parce que ça sera inscrit dans un cadre de partenariat public et privé. L'État crée les bases pour une activité économique florissante. Il appartient au secteur privé de venir s'égreffer à cet embryon. Ce que vous voulez, c'est que le Congo transforme plus ses matières premières et ses produits agricoles? Justement, lorsqu'on parle d'une révolution agricole, souvenez-vous, madame, du développement des pays occidentaux, c'est parti de la révolution agricole. Et aujourd'hui, nous avons près de 80 millions d'hectares, en tout cas des terres arables, et nous ne pouvons pas continuer à importer les produits agricoles que nous pouvons produire ici chez nous. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et là, nous nous lançons dans une agriculture pas artisanale, mais une agriculture de précision, avec irrigation à l'appui.
Et c'est une question également d'infrastructure, de transport, de routes, de développement de routes qui irriguent diverses parties du pays. C'est aussi un chantier dans lequel le gouvernement s'est vraiment lancé. Et quand vous venez, vous voyez des changements significatifs. Il y a davantage des routes, ce n'est pas seulement à Kinshasa, mais aussi dans les provinces. Et nous nous sommes aussi lancés dans un programme, évidemment avec l'appui des partenaires au développement, un programme des routes nationales qui sont davantage bitumées. Et ceci permet de créer donc des centres d'irrigation entre la production et la consommation. Alors, nous parlons du développement économique de votre pays. Vous nous faites part de cette croissance, donc 8%, supérieure à la moyenne du continent, importante de ce projet pour que la République démocratique du Congo nourrisse sa propre population. Mais pour que ce développement réussisse, il faut une stabilité. Nous allons essayer de voir comment se situe la République démocratique du Congo par rapport à ses voisins, disons, dans la région. On va peut-être commencer tout simplement derrière vous, à 10-15 km d'ici. Il y a la République populaire du Congo, on pourrait dire le Congo-Brazzaville. Les relations se détériorent beaucoup. Il faut des visas maintenant pour aller entre les deux Congos. Le Congo-Brazza a expulsé plus de 100 000 de vos ressortissants. Il y a une tension, il y a un risque. Où en est-on avec ce grand voisin ? Bon, d'abord, il faut dire que c'est une situation regrettable et déplorable. Et inquiétante. Et que nous n'acceptons pas parce que il y a des règles pour pouvoir retourner la population vers son pays d'origine. Et ces règles éthiques, ces règles professionnelles, ces règles élémentaires n'ont pas été respectées. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes restés les bras croisés. Le président de la République, qui gère cette question avec beaucoup, en tout cas, des tacts et des responsabilités, a dû envoyer à Brazzaville plusieurs émissaires. Mais en dépit de ces débuts de dialogue, la situation ne s'est pas encore totalement améliorée. C'est un risque de déstabilisation pour votre pays, ce retour massif de 140 000 de vos concitoyens ? Non, je pense que ce serait vraiment exagéré de dire que c'est un risque de déstabilisation. Non, je ne pense pas. Des personnes qui rentrent dans leur pays sont à mesure de déstabiliser. Non. Ils sont encore des centaines de milliers présents de l'autre côté du fleuve, à Brazzaville. Des centaines... Oui, il y a autant des Congolais qu'il y a là-bas, et il y a aussi des Congolais, des là qui sont ici. Donc, vous n'expulsez pas? Non, nous avons, sous le leadership du président Kabila, pris une démarche plus ou moins démocratique, plus ou moins républicaine. Lorsque les Congos d'en face a commencé à rapatrier de force les Congolais d'ici, il y a... qu'ils appellent les Zaïrois. Ces des Congolais qui étaient ici ont eu peur et se sont donc réfugiés auprès de leur ambassade. Mais nous avons reçu des instructions claires du chef de l'État pour dire de prendre toutes les dispositions pour protéger ceux des Congolais qui veulent rentrer chez eux et de les amener de manière sécurisée. Et donc, de notre côté, il n'y a eu aucun dégât par rapport aux dégâts qu'il y a eu de l'autre côté. Oui, parce qu'on parle finalement de rapatriement, enfin de conditions de droits de l'homme, de viol des droits de l'homme, de violence qui s'exercent contre certaines de ces populations qui passent le fleuve. Est-ce que vous allez demander une enquête? Bien sûr, l'enquête a déjà été demandée et les conditions, comme je l'ai dit, sont des conditions très déplorables. Mais vous parlez avec votre homologue, le Premier ministre en face du Congo-Brazzaville? Je voudrais d'abord dire que ces conditions sont déplorables et sont inacceptables. Ouais. Lorsque vous rapatriez des personnes humaines, il faut absolument veiller au respect des droits des êtres humains. Et ça, ce qui a été fait est déplorable et inacceptable. Voilà. Alors, relations avec le Premier ministre du Congo-Brazzaville? Les relations, comme je vous l'ai dit, sont en tout cas entretenues. Et depuis que cet incident diplomatique est arrivé, moi, personnellement, je n'ai pas de relations, je n'ai pas eu des entretiens directs, mais je dois vous dire qu'au sommet de l'État, le chef de l'État qui pilote cette question
de main de maître, a donc pris des mesures, des contacts qui se réalisent par le ministère des Affaires étrangères. Alors, Monsieur le Premier ministre Matata Ponyo-Mapon, nous allons donc, Premier ministre de République démocratique du Congo, nous vous retrouvons dans un instant. Avant cela, nous faisons un point de l'actualité internationale sur les antennes de Radio France Internationale et de TV5 Monde. On se retrouve tout de suite. Voilà, retour à l'international. Après ce point d'actualité sur RFI et sur TV5 Monde, nous recevons aujourd'hui Matata Ponyo-Mapon, Premier ministre de la République démocratique du Congo, le Congo-Kinshasa, l'ancienne colonie belge, comme on dit, pour resituer par rapport au Congo-Brazzaville, dont nous parlions avant cette pause, et où les relations se tendent, on l'a vu, avec l'obligation des visas réciproques. Nous allons voir de l'autre côté la frontière est de ce géant africain qu'est la République démocratique du Congo, avec ce voisinage, cette situation très complexe avec certains de ces pays. Sophie Malibo. Oui, tout d'abord, la situation en Centrafrique. Vous avez des troupes déployées sur place. Vous avez plus de 800 hommes. Est-ce que vous pensez maintenir ce contingent et est-ce que vous pensez même développer votre implication dans cette situation qui reste très critique puisqu'il y a eu de nouvelles violences ce week-end à Bangui? Oui. Bon, effectivement, la situation sécuritaire en République centrafricaine nous intéresse au plus haut point. Vous le savez, nous avons une frontière très large avec ce pays. Et aussitôt que les troubles y sont arrivés, en tout cas, nous avons développé une coopération qui vise à aider ce pays à sortir de la crise. Ça n'en vaut pas le chemin. Et c'est sur base de ces éléments que le président Kabila avait décidé d'envoyer les troupes. Nous avons envoyé non seulement des éléments des forces armées, mais aussi des éléments des polices. Et selon le témoignage que nous avons entendu, la population centrafricaine apprécie énormément le service rendu à la fois par l'armée congolaise et la police congolaise. Mais évidemment, c'est une question qui mérite d'être examinée plus tard au regard des besoins qui se créent pour savoir si nous sommes à mesure de répondre favorablement. Mais c'est une question à examiner. C'est-à-dire que vous envisagez éventuellement de monter votre contingent sur place? Si les besoins sont exprimés, certainement que le chef de l'État, qui est le commandant suprême, examinera cette question avec beaucoup d'intérêt. Ensuite, il y aura des forces onusiennes qui vont se prendre position à partir de septembre. Et il y a tout un débat à l'ONU de savoir si ces forces devraient faire davantage pour protéger les civils. Le recours à l'emploi de la force pour protéger les civils, vu que la situation continue d'être extrêmement critique. Comment est-ce que vous vous positionnez là-dessus? Bon, au regard de l'expérience que nous avons dans notre pays, notamment avec la situation à l'est du pays, nous ne pouvons que opter pour une force qui intervient en cas de besoin. Parce qu'il est inacceptable de pouvoir disposer de forces onusiennes qui regardent les traumatismes humains des populations qui sont censées être protégées par elles. Voilà. Donc vous trouvez que ce que l'ONU fait dans votre propre pays, avec la MONUSCO, leurs interventions sont en dessous des besoins? Je ne sais pas revenir sur cette question parce qu'elle appartient plus ou moins au passé, parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas des foyers. Mais si je dois répondre à votre question, je l'ai dit plusieurs fois, il est arrivé des moments où la population de l'Est, particulièrement celle des Goma, s'est révoltée contre des forces onusiennes, tout simplement parce que celles-ci, conformément à son mandat, n'était pas à mesure d'intervenir au moment où les populations étaient traumatisées, où elles étaient violées. Et pour revenir sur la RCA, est-ce que vous avez une évaluation du nombre de réfugiés de Centrafrique qui viennent sur votre sol? Je n'ai pas les statistiques exactes, mais les services spécialisés ont une comptabilité précise de toutes les personnes qui ont traversé. Vous savez qu'entre la Centrafrique et la République démocratique du Congo, il y a des endroits où la frontière est très très rapprochée,
et c'est très facile pour le Centrafricain de traverser et de se retrouver chez nous. Et il y a des informations qui circulent sur la présence éventuelle du fils de l'ancien président Bozizé à Kinshasa même, où il s'organiserait pour financer les milices chrétiennes anti-Balaka. Ce sont des informations non fiables. Le président Kabila, c'est un homme très porté par la paix dans la sous-région. Et donc, il n'est pas à mesure, à l'instar d'autres chefs de l'État, de pouvoir, en tout cas, héberger des milices pour déstabiliser un autre pays. Ça, ce n'est pas dans la philosophie du président Kabila. Il est impossible qu'il soit là sans que vous le sachiez. Le président Kabila, c'est un pacifiste. C'est quelqu'un qui aime la paix dans la sous-région pour un progrès de l'ensemble des pays. Il y a d'autres points complexes de tension toujours dans l'est du pays, vos relations avec le Rwanda. C'est un point qui ne s'améliore pas dans les relations bilatérales. Il y a des victimes, il y a une partie de votre territoire qui n'est pas contrôlée. Comment est-ce que vous gérez cela pour, au fond, avoir la maîtrise de l'ensemble de votre territoire ? L'ensemble du territoire congolais, aujourd'hui, est sous contrôle des autorités de ces pays. Totalement, sans réserve. Totalement. Et je dois vous le dire, parce qu'il n'y a aucune portion du territoire qui est sous contrôle de l'armée, comme c'était le cas avec le groupe armé M23. Mais il y a encore des affrontements en ce moment même. Ce week-end, Qui font des victimes, oui. Des affrontements aux frontières. Donc c'est bien qu'il y a des difficultés à contrôler le territoire. Quand vous dites qu'il y a des affrontements, c'est tout à fait différent du contrôle du territoire. Aujourd'hui, tous les territoires est sous contrôle, mais ceci n'exclut pas qu'il y ait des groupes armés qui opèrent par-ci, par-là, et nous travaillons sur cet aspect des choses. Mais l'ensemble du territoire congolais est sous contrôle des autorités de ce pays. Mmh. Vous y travaillez, c'est aussi des contacts diplomatiques avec les pays voisins. Dans quelle situation est-ce que vous vous trouvez actuellement avec vos voisins rwandais, ougandais ? Mais nous n'avons jamais interrompu les relations diplomatiques avec les Rwandais ni avec l'Ouganda. L'ambassadeur du Rwanda en RDC est ici. La diplomatie congolaise fonctionne à Kigali comme auparavant. Nous avons donc un site diplomatique là-bas. Les contacts demeurent, même au plus profond de la crise. Le président de la République, Joseph Kabila, a entretenu des contacts avec son homologue rwandais. Mais il faut noter que nous avons réussi, avec la remontée en puissance des forces armées congolaises, à mettre fin à ces groupes armés dénommés M23, qui, comme vous le savez, étaient appuyés... Il y en a d'autres, il y a d'autres groupes armés qui sont sur le terrain. Oui, mais le plus important, c'était le groupe M23, qui était alimenté par des pays voisins. Le Rwanda, par exemple. Vous le savez, parce que lorsque nous avons exterminé le mouvement, nous avons retrouvé de preuves palpables d'implication des pays voisins, dont certains, leurs véhicules se sont retrouvés sur place. Mais aujourd'hui, le président Kabila, sa vision, c'est d'entretenir des très bonnes relations avec tous les pays voisins. Alors, vous le savez, notre entretien, vous êtes diffusé actuellement dans le monde entier sur le réseau de TV5 et de RFI. L'opinion publique internationale est peut-être marquée par la montée en puissance du terrorisme sur ce continent. On peut penser à Boko Haram, par exemple, au Nigeria. Face à cette menace, et notamment avec l'enlèvement de cette jeune fille, quelle est votre réaction à vous, en tant qu'homme politique, en tant qu'Africain ? D'abord, un sentiment de compassion. Tout le monde a été affecté par cet enlèvement de jeunes filles à fleur d'âge. Il n'y a personne qui peut accepter. C'est une situation déplorable et nous avons la sympathie envers non seulement les familles des filles, mais aussi un sentiment de sympathie au gouvernement nigérian. Mais ce que je voudrais dire sur cette question, c'est que d'une manière générale, les actes de terrorisme, les actes de barbarie plongent les racines dans la pauvreté. Si vous faites une analyse plus ou moins approfondie, vous allez voir que ce soit
au sud du Sahara, que ce soit dans la partie du Nigeria ou en Centrafrique, c'est toujours des zones économiquement marécageuses où se retrouvent ces types de banditisme et ces types de terrorisme. Donc, de mon point de vue, il faut que l'Afrique accélère son développement. Il faut que l'Afrique accélère la mise en œuvre de ses projets de développement économique. Plus le pays est en progrès, plus le pays dispose des moyens pour faire reculer les murs de la pauvreté et donc reculer au mieux le terrorisme et le banditisme. Il y a un autre point qui pose problème, c'est que pour essayer de coordonner leurs actions, les pays d'Afrique, qui ne se parlent pas toujours, sont obligés pour certains d'entre eux de monter à Paris. Le Nigeria et le Cameroun, par exemple, ne se parlent guère. Il a fallu une rencontre à l'Élysée. Pourquoi s'il n'y a pas une meilleure entente entre ces pays d'Afrique? Je pense que c'est une question qui se règle, bon, non seulement à Paris, mais vous savez, l'Afrique a le concert des nations à Addis Abeba, sous l'égide de l'Union africaine. Je crois que c'est à Addis Abeba où les pays africains se réunissent, se rencontrent et discutent de l'ensemble de ces questions. Je crois que dans le cas d'espèce, il y avait une urgence compte tenu du drame qui a été posé et qui nécessitait donc une rencontre immédiate. Et je crois que la France avait donc la possibilité d'organiser cette rencontre en urgence. Voilà. Et quand vous voyez que les troubles provoqués par Boko Haram se poursuivent jusque sur le terrain camerounais, récemment encore, est-ce que vous pensez qu'il faut éventuellement envisager une intervention au-delà des États africains, une intervention internationale? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Bon, c'est une question qui doit être examinée. Parce que quand vous regardez à fond cette crise, on y trouve des éléments religieux qui parfois ont tendance à mener à l'extrémisme. Et la question des terrorismes n'est pas localisée uniquement dans ces pays ou en Afrique. Et je crois que, vu sous cet angle-là, le terrorisme étant quelque chose qui peut affecter l'ensemble du monde, il y a lieu d'imaginer des questions qui peuvent aller au-delà du continent. Et vous parliez de la pauvreté. Effectivement, le terrorisme fait son terreau, c'est la pauvreté, mais c'est également quelquefois la faiblesse des institutions démocratiques. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. C'est une analyse pertinente. Mais vous savez, la faiblesse des institutions va de pair avec le progrès économique, va de pair avec la démocratie. Donc il faut absolument il faut regarder tout ça de manière globale et globalisante. Le progrès économique permet au pays de résoudre les questions sociales, et le progrès des questions sociales permettent aux jeunes de ne pas trop s'attacher aux préceptes religieux. Ils sont occupés, ils travaillent, et bref, donc on amenuise le marge des terrorismes. Alors, si on aborde de ce point, nous aimerions vous poser des questions sur l'avenir politique et institutionnel de ce pays. On se dit tout, naturellement, sur les antennes qui sont les nôtres, RFI et TV5 Monde. Nous n'étions pas même sûrs de pouvoir nous rencontrer aujourd'hui parce qu'on nous dit depuis des mois, le Premier ministre, il va peut-être changer, il n'est pas sûr qu'il soit reconduit. Comme ça ne dépend pas de vous, on ne va pas vous demander si c'est vrai ou non, mais vous êtes au moins candidat à prolonger votre mission de Premier ministre, si le président Kabila vous le demande. Bon, effectivement, le choix du Premier ministre ne relève pas de ma compétence. Le pays est dans un processus démocratique bien établi, les règles du jeu sont connues, le Premier ministre est le produit de la majorité présidentielle et dans les cas d'espèce, l'autorité morale de la majorité présidentielle, c'est le président Joseph Kabila. Mais ça ne va pas être facile de travailler tous les jours en se disant est-ce que je suis reconduit ou pas? Non, je crois que c'est une question d'option personnelle. Depuis que l'on a annoncé la formation du gouvernement de cohésion nationale, je n'ai pas baissé les bras pour travailler. Je continue à travailler parce que je fais quand même partie d'un parti qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, le PPRD, et je bénéficie de la confiance non seulement de mon parti, mais aussi du président Kabila, et donc de la majorité présidentielle. Et ce n'est que lorsque le choix va être changé
et que je serai appelé à remettre mon tablier. Mais vous avez envie de le reprendre, ce tablier, après? Jusqu'au moment où... Vous ne me répondez pas, vous avez envie de continuer? Non, jusqu'au moment où on ne m'a pas encore retiré la confiance, j'ai continué à travailler à 100%, à 115% pour pouvoir répondre aux exigences du programme pour lesquelles le président Kabila a été élu. Alors, le gouvernement de cohésion nationale, il a été annoncé déjà au mois d'octobre et il n'est toujours pas en place. Déjà, pourquoi faut-il un gouvernement de cohésion nationale? C'est pour faire face à la montée des oppositions? Non, je pense que c'est de l'initiative du président de la République, le président Kabila, que les concertations nationales ont eu lieu. L'idée, c'était de bâtir davantage la cohésion de notre pays face notamment aux problèmes des guerres qui se posaient à l'Est. Et je crois que c'était une initiative très louable parce qu'elle visait à consolider la cohésion nationale. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que nous n'avons plus de guerres à l'Est du pays. Mais le chef de l'État, c'est un homme qui reste très, très, très attaché à ses promesses. Et je crois que, comme nous le savons tous, il a annoncé la formation du gouvernement de cohésion nationale. Et aujourd'hui, selon toutes les informations à notre possession, il y a des contacts qui sont en train de se faire, il y a des concertations qui sont en train de se faire. Donc, le son, voire le temps s'est réalisé. Vous dites que le président est donc attaché à ses promesses. Est-il aussi attaché à la Constitution? Et a priori, lorsqu'il a pris ses fonctions, c'était pour un dernier mandat. Est-ce que cette question du troisième mandat qui se pose aujourd'hui est-elle tranchée ou non? Le président Kabila, c'est un homme qui est très attaché à la démocratie. Nous ne devons pas oublier que c'est lui qui est à la base de premières élections démocratiques dans ces pays, qui ont eu lieu en 2006 et pour la deuxième fois en 2011. Il faut les lui reconnaître. Deuxièmement, la question de 2016, à mon avis, aujourd'hui, ne mérite pas d'être posée avec aussi d'urgence. Pourtant, elle fait la une de tous les journaux, partira, partira pas. Bon. John Kerry lui-même intervient dans le débat en disant il ne faut pas de troisième mandat. En France, on dit la même chose. Il y a quand même une vision, un regard international. On peut faire semblant de ne pas poser la question en se disant c'est dans 2 ans. Vous savez bien vous-même qu'elle est dans ce pays et à l'extérieur au cœur de toutes les préoccupations. Bon, c'est ce que je vous dis. Je crois que sur cette question, je me réfère aux propos très pertinents du président Kabila. Répondant sur cette question, le président a dit nous avons encore beaucoup de temps par rapport à 2016 et nous avons le temps de travailler et les moments venus, la question sera posée et les réponses pertinentes seront données. Il y a des divergences au sein même du pouvoir. On avait sur cette antenne même Lambert Mende qui nous disait qu'il y aurait un passage de relais à l'échéance 2016. Il y a 2 mois, oui, il nous a dit ça sur cette antenne internationale. Oui. Et puis ensuite, on apprend que le parti au pouvoir, finalement, est derrière une nouvelle candidature du président Kabila. Il y a des divergences au sein même du clan. Je ne voudrais pas me référer au point de vue des uns et des autres. Je crois que la personne de référence à laquelle moi je voudrais me référer, c'est le président de la République. Et nous réunissant la majorité dans sa ferme de Kingakati, la question avait été soulevée et il avait clairement dit que nous avons encore du temps pour traiter de cette question. Donc la décision n'est pas prise. Nous sommes à mi-mandat. D'ici 2016, beaucoup d'eau peuvent couler sous les ponts. Voilà. Ce qui veut dire, pardon, mais ce qui veut dire que la décision n'est pas prise d'un éventuel troisième mandat. C'est encore ouvert. Je ne suis pas à mesure de répondre à cette question. Je crois que ce serait mieux de vous référer aux propos du président Kabila que je viens de vous restituer tout à l'heure. Très bien, nous serons très heureux de l'accueillir sur cette antenne. Mais est-ce que la question ne se déplace pas également sur les délais? Est-ce que vous pensez que, par exemple, la priorité, ce serait d'avoir des fichiers électoraux rafraîchis, enfin réactualisés? Et est-ce qu'à ce moment-là, la question se poserait d'emblée aujourd'hui, parce qu'il faudrait recensement électoral, il faudrait mettre en branle tout un travail. Et sur cette question, madame, il faut bien vous référer à la CENI, qui est notre structure d'organisation des élections. La CENI vient de publier un calendrier électoral pour les élections urbaines, ainsi de suite. Donc c'est un processus. J'ai été ministre des Finances lorsque les dernières élections ont eu lieu. Je connais un peu les coûts
Et ça nous a coûté un peu plus de 450 millions de dollars américains pour un pays comme le nôtre. C'est très cher. Nous n'avons pas reçu, en tout cas, des financements extérieurs. Et donc, c'est très beau de dire faites les élections, mais c'est aussi mieux d'apporter sa contribution parce que ça coûte très cher. Il y a une problématique entre la réalisation des élections démocratiques, mais aussi sur des questions sur lesquelles vous êtes revenu, le recul des murs de la pauvreté en créant des richesses. Oui. On choisit entre démocratie et pauvreté. Mais voilà, on ne crée pas de richesses avec une multitude d'élections. On crée des richesses avec des financements qu'il faut avoir. On réalise les élections avec des financements qu'il faut avoir. Mais les financements, on peut toujours les trouver. Le représentant de l'ONU a dit qu'il attendait de savoir. Je ne suis pas d'accord avec vous, madame, pour avoir été ministre des Finances. Mais que vous a dit le représentant de l'ONU ici? C'est très beau de dire, faites les élections, on va vous amener de l'argent. Mais on l'a vu en 2011, il y a eu des promesses qui n'ont pas été réalisées et le gouvernement a été obligé de prendre en charge presque totalement les coûts des élections. Est-ce que vous nous dites que ces élections, le processus démocratique, c'est au fond au-dessus des moyens aujourd'hui de la RDC? Non, écoutez, nous avons des élections qui sont successives. Et c'est là même la problématique des élections directes ou des élections indirectes. C'est très beau de se focaliser sur des élections du type direct, parce que tout le monde doit s'exprimer. Mais il ne faut pas oublier que derrière ces modes d'élection, dans un pays aussi vaste comme la RDC, c'est des coûts énormes. C'est des budgets qu'il faut mobiliser. Ce qui se passe, c'est que pour débloquer les fonds, l'ONU demande qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Aujourd'hui, c'est bien la question. Si les conditions, le respect de la Constitution était acquis, à ce moment-là, comme vous le savez, vous auriez les fonds. Je voudrais vous replacer dans l'histoire, madame. En 2011, la République démocratique du Congo a respecté beaucoup de conditions qui étaient des préalables pour débourser de l'argent. Une fois que ces conditions ont été réalisées, on n'a pas vu cet argent-là. Voilà. Ce que vous pensez, c'est très beau d'interroger. C'est beau votre rôle des journalistes de poser les questions. Mais moi, je vous réponds sur base des constats et de l'histoire. On écoute vos réponses, naturellement. Dans vos réponses, on comprend que le mandat pourrait peut-être être éventuellement allongé. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, les promesses, parfois, ne sont pas réalisées. Voilà. On va essayer, puisqu'on n'aura pas de réponse précise sur ce point, peut-être revenir sur d'autres élections. Vous avez vu dans les journaux sur nos antennes ce qui vient de se passer en Europe, avec une montée des anti-européens, de l'extrême droite, même en France, première formation politique de ces élections. Comment est-ce que vous, qui travaillez avec l'Europe, avec Paris, avec Bruxelles, comment est-ce que vous réagissez? Nous ne pouvons que regretter cette montée en puissance de l'extrême droite. Nous le regrettons autant que les Européens le regrettent aussi, parce que nous avons tous vu, en tout cas, des réunions qui n'étaient pas programmées et qui doivent se tenir à Bruxelles, justement parce que tout le monde, au niveau des dirigeants européens, réalise qu'on n'est pas sur la bonne voie. Mais encore une fois, je voudrais souligner que cette montée en puissance de l'extrême droite plonge en tout cas ses racines dans la crise dans laquelle se trouve l'Europe aujourd'hui. Un peu à l'instar de ce que je vous ai dit lorsque vous m'avez posé la question sur la question du Nigeria. Il faut que l'Europe se redresse. Et une fois que l'Europe va se redresser, je crois que la population n'aura pas d'autre choix que d'appuyer ce qui crée des richesses. Aujourd'hui, je crois que la pêche que réalisent les extrémistes, c'est effectivement dans ce bourbier des crises. Voilà. Et vous préféreriez avoir un partenaire européen solide plutôt que divers partenaires qui ne s'entendent pas ? Ah, bien sûr, ça c'est clair. Pour raison de cohérence et pour besoin de partenariat objectif, il faut avoir en face de vous des dirigeants qui sont confortables. Ça c'est clair. Matata Ponyo-Mapon, Premier ministre de RDC, vous nous recevez aujourd'hui dans le premier pays francophone au monde. C'est pas rien. Certains pays, on peut penser au Rwanda, on le parlait tout à l'heure, ont tourné le dos à cette francophonie. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être le pays phare de la francophonie ? Écoutez, la RDC, c'est le pays
qui a le plus nombre 75 millions d'habitants qui parlent le français. Ouais. Et nous sommes, satisfaits de cette situation. Et nous aurions souhaité être les centres des rayonnements de la francophonie. Vous avez accueilli le sommet de la francophonie. Et nous l'avons donc accueilli avec beaucoup de satisfaction. Nous avons la présidence, parce que le président Kabila, c'est lui qui assure donc la présidence de la francophonie. Et nous aurions souhaité entretenir des très bons rapports, non seulement avec la France, mais aussi avec tous les pays francophones, développer les relations économiques pour la création des richesses, pour un partenariat gagnant-gagnant. Ce n'est pas le cas? Si, et, bon, nous avons des relations économiques avec la France, mais nous souhaiterions les intensifier. Voilà. Et que pensez-vous du fait que la francophonie maintenant se mêle de gouvernance? C'est une bonne chose? Mais c'est tout à fait normal. Vous savez, la gouvernance, contrairement à ce que les gens peuvent penser, la gouvernance, c'est une très bonne chose. Sur tous les plans, que ce soit le plan individuel, sur le plan familial, sur le plan des nations. Quelles sont les nations qui ont progressé avec une mauvaise gouvernance? Il n'y en a pas. Alors, Matata Ponyo-Apon, Premier ministre de la République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa, merci de nous avoir reçus, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Nous nous retrouverons dans le studio de Paris pour un prochain numéro d'International. Excellente suite de programme sur les antennes de RFI et de TV5 Monde.